Pour reconstruire le réseau, on a reconstruit, mais on a aussi consolidé, on l'a rendu plus robuste. D'ailleurs, aujourd'hui, Hydro-Québec disait qu'elle était maintenant prête à faire face à un autre verglas. Alors, j'ai rencontré l'ingénieur Elias Ganoum. J'ai demandé de nous expliquer comment Hydro-Québec s'était prise pour s'assurer qu'il n'y ait plus jamais de crise du verglas. Nous sommes ici devant une ligne sur pylône tubulaire, une ligne à 315 kV, 315 000 volts. Alors, cette ligne-là, elle est assez particulière dans le sens qu'elle a 2 conducteurs par phase. Donc, ce qu'on voit ici, c'est 2 conducteurs. C'est quand on voit 2 fils collés, là. C'est ça, 2 fils qui sont très proches, ils sont à peu près à 50 cm l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle 2 conducteurs par phase. Maintenant, on met 2 conducteurs par phase pour améliorer la performance électrique de la ligne. C'est surtout pour des considérations électriques, donc réduire le bruit par exemple et augmenter l'efficacité du transport de l'énergie électrique. Donc, dans des circonstances climatiques idéales, c'est plus efficace 2 conducteurs comme ce qu'on retrouve ici, là. Je dirais, lorsqu'on a à transporter beaucoup d'énergie sur une longue distance, il est préférable de mettre plus de conducteurs par phase. Donc, plutôt que de mettre un gros conducteur, de mettre plus de petits conducteurs. Mais le désavantage, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que chaque conducteur devient un collecteur de glace. Ouais. Donc, si on est dans des conditions où la ligne est très courte, par exemple, on a tendance ou on a intérêt à réduire le nombre de collecteurs de glace. Donc, de remplacer ces 2 conducteurs par un conducteur plus gros. Donc, c'est un peu moins avantageux électriquement. Ça pourrait être aussi avantageux si la ligne est très courte. Mais par contre, ça permet de réduire le nombre de collecteurs de glace. M. Ganoum, ici, on est à Saint-Basile, on est sur le bord de la Vin. On a 2 lignes ici qui ont été reconstruites, une partiellement, l'autre, en fait, une temporairement, l'autre de façon permanente. Expliquez-nous un peu pourquoi on a fait ces choix-là. D'abord, il fallait alimenter Saint-Césaire le plus rapidement possible. Alors, on a choisi la ligne qui était le moins endommagée et on a donc reconstruit cette partie de ligne. On a utilisé des mélanges de portiques de bois, de pylônes d'acier reconstruits partiellement. C'est la ligne qui est à gauche sur les 2 colonnes. C'est la ligne qui est plus proche de nous, c'est ça. Et l'autre ligne maintenant, c'est une ligne qui existait avant, mais qui a été fortement endommagée à cause de la tempête du verglas. Et celle-là, elle a été refaite, on ne peut pas dire totalement, mais presque totalement. Les pylônes qui n'étaient pas endommagés ont été vérifiés et réutilisés. Et on a construit de nouveaux pylônes dans certains cas. Tantôt, vous nous avez expliqué que certains pylônes, il y avait comme 2 câbles et qu'on avait décidé dans d'autres types de pylônes maintenant de prendre un câble mais plus gros. La ligne qui est sur la droite et qui a été refaite de façon permanente, ça en est un exemple de ça. C'est exact. Dans cette ligne-là, à l'origine, nous avions un conducteur. Chaque phase, il y avait 2 fils, donc 2 conducteurs espacés à peu près de 50 cm. On a remplacé ces 2 conducteurs-là par un câble plus gros. Et donc, cette solution nous a permis, dans ce contexte particulier, de pouvoir supporter une charge de glace maintenant de 65 mm, alors que la ligne originale était de 45 mm. Donc celle qu'on a reconstruite est plus solide que celle qui était là auparavant. Elle est beaucoup plus solide, elle est capable de résister à 80% de plus de charge de glace seule et aussi à beaucoup plus de charge de glace et de vent combiné. Celle qui est sur la gauche, là, pour moi, là, de mon côté à moi, on voit qu'au fond, il y a des pylônes qui sont en bois, des pylônes qui sont temporaires. Est-ce que ça pose quoi comme problème, ça? Maintenant, temporaire, mais bon. C'est temporaire, donc on s'attend à reconstruire la ligne. Déjà, on a sécurisé l'alimentation du poste Saint-Césaire par une ligne qui est super forte, donc une ligne qu'on peut appeler de stratégique. Et la ligne temporaire, c'est aussi une ligne de backup, donc au cas où on en aurait besoin. Mais vous pouvez être certain, c'est que cette ligne-là, la nouvelle ligne qui a été construite, elle est super fiable et elle va permettre une alimentation sécuritaire du poste Saint-Césaire. M. Ganoum, ici, on est le long de l'autoroute 30, à la limite de Saint-Bruno et Boucherville.
C'est une des lignes qui avait cédé, qui a été reconstruite. Qu'est-ce qu'on a changé ici? Premièrement, on a mis la nouvelle génération de pylônes sur cette ligne-là. Mais plus précisément, à l'endroit où on est situé, les deux pylônes qui sont adjacents à l'autoroute sont des pylônes encore plus forts, donc des pylônes qu'on appelle anti-cascade. Alors ça va éviter aussi que si jamais il devait y avoir un effondrement, par malheur, les pylônes adjacents ne devraient pas tomber ou ne devraient pas bloquer l'autoroute. Bon. En apparence, ils se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les pylônes anti-cascade? Bon, ces pylônes, premièrement, toute la ligne, cette section de ligne a été renforcée. Donc on est passé jusqu'à 65 mm de glace. Alors on a augmenté la capacité de la ligne d'à peu près, en termes de poids vertical, d'à peu près 80%. Donc c'est assez substantiel. On a aussi calculé la ligne pour des charges de glace et vent ensemble qui sont encore beaucoup plus fortes qu'avant. Maintenant, globalement, le pylône anti-cascade, il ressemble aux autres pylônes, mais il pèse à peu près, il pèse presque le double du pylône conventionnel. Donc les autres pylônes qu'on voit sur la ligne, ils se ressemblent beaucoup. Ce pylône-là a une épaisseur de métal plus grande. Il a une base, donc sa base est plus large. Et il est capable de résister à des charges longitudinales. Sa force est beaucoup plus grande qu'un pylône ordinaire. Ce qui fait que si on se retrouvait dans le même genre de situation que l'an passé, en principe, ces pylônes-là, eux, devraient résister et éviter l'effet domino qu'on avait vu. Bon, la ligne a été renforcée de deux façons, comme je l'ai expliqué. D'abord, elle a été conçue pour des charges de glace beaucoup plus fortes, donc des charges de 65 mm ici, et des charges de glace et vent combinées encore plus fortes. Donc, premièrement, les risques qu'une ligne tombe comme celle-là sont très réduites. Et ensuite, si jamais il devait, par malheur, avoir un effondrement, il y a moins de risques que l'effondrement se fasse avec un effet domino, effet cascade, comme celui qu'on avait vu durant la tempête de janvier. Ces pylônes-là, ils sont faits pour résister à combien, là, si on revient à nos mesures en termes de millimètres, là, parce que moi, oui, c'est peut-être pas ce qui est plus précis pour les ingénieurs, mais pour les gens, ça nous permet peut-être de comprendre un peu. Ils sont prévus pour quoi exactement? Cette ligne-là, elle peut prendre 65 mm de glace. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque câble, il pèse à peu près 2 kg par mètre. Si on met 45 mm de glace autour de ce câble-là, c'est à peu près 10 kg par mètre de glace à 45 mm. Maintenant, à 65 mm de glace, ça fait 18 kg par mètre. Donc, on est passé de 45 mm qui est 10 kg par mètre de glace, on est passé à 18 kg par mètre de glace. Donc, c'est 45 mm versus 65 mm. Donc, la ligne adjacente à côté, cette ligne-là, elle avait survécu. D'ailleurs, on le voit très bien, le pylône neuf et on dit flambant neuf, oui. Ça en est un bel exemple, il est très brillant. À droite, lui avait résisté. La ligne à droite, on a eu un effondrement d'un seul pylône. C'est une ligne de la nouvelle génération. On a eu un effondrement d'un seul pylône. Donc, la ligne à droite, elle avait été conçue pour 45 mm. Cette ligne-là, nouvelle, c'est une ligne qui est encore perçue un peu plus stratégique. Donc, même si on devait avoir des charges de 60 mm, il est possible que la ligne à ma gauche se tombe ou qu'elle subisse des dommages, alors que la ligne qu'on vient de reconstruire maintenant, elle devrait résister, elle, à 65 mm de glace. Merci. Je vous en prie. Là-dessus, on fait une pause. On est de retour dans un instant. Les plus révélatrices du désarroi de ceux qui luttaient contre le verglas, c'est quand on a utilisé des hélicoptères de l'armée canadienne pour déglacer les fils à haute tension. C'était une opération très délicate. Dans le premier hélicoptère, il y avait le capitaine Daniel Cadieux. Lui, son rôle, c'était de voler juste au-dessus des fils à haute tension. Et il y avait des employés d'Hydro-Québec dans l'hélicoptère qui, eux, lançaient des billots de bois sur les fils pour déglacer les fils. Dans l'autre appareil, 1000 pieds plus haut, le capitaine Jamie Spicer, son rôle, c'était d'éclairer l'appareil du capitaine Cadieux parce que cette opération-là se faisait en pleine nuit.
Des images d'ailleurs très spectaculaires qui avaient fait le tour du monde et qu'on vous avait présentées en primeur sur RDI. Nous étions à bord de l'appareil du capitaine Spicer. J'ai rencontré les deux pilotes à leur base de Valcartier, près de Québec, juste avant Noël. Comme pilote, c'était une des expériences professionnelles les plus intéressantes que j'ai vécues. Et j'en ai pas vu de même depuis ce temps-là non plus. Alors, je m'en retiens le même sentiment de me sentir valorisée parce qu'on a pu aider le monde et on a travaillé très fort. Et c'était une bonne expérience. Maintenant que c'est fini, qu'on voit qu'il y a personne qui souffre. Mais vous me disiez tantôt, bon, vos heures de vol sont limitées. Évidemment, que là, c'était une période où, dans le fond, vous voliez encore plus que d'habitude. Ça, c'est un aspect qui devait être pour les pilotes. J'imagine que c'est ce qu'on aime, c'est piloter et voler. Là. Oui, c'est un fait. On a volé beaucoup plus que d'habitude parce que dans les 2 semaines que j'ai passées à Montréal, c'était vraiment intense. On volait, on mangeait, on dormait et on repartait voler encore. Alors, dans notre cadre normal de travail ici à l'escadron, on ne vole pas aussi souvent que ça. Alors, c'est vraiment le meilleur entraînement qu'on peut avoir, c'est utiliser notre entraînement et nos ressources pour travailler et vraiment aider le monde et accomplir nos missions. Capitaine Cadieux, la mission que vous aviez faite, qu'on avait filmée l'an passé, vous étiez celui qui était au ras des fils électriques. On a de la misère des fois à se rendre compte à quel point c'était difficile, mais c'était vraiment quelque chose de difficile pour les pilotes, là, comme manœuvre technique à faire. Oui, c'est du travail à basse altitude de nuit. On commençait à avoir une formation de brouillard en plus. On était dans le coin de Moray Heights quand ça a été filmé, de nuit. Donc, le seul éclairage que j'avais provenait de Jamie et de moi-même, de notre appareil avec mon équipage. On n'avait pas de ciel étoilé, ni de pleine lune, ou ni de lumière environnante, de ville ou quoi que ce soit. Donc, c'était très, très difficile. On avait les vents. Lunettes de vision nocturne. Déjà là, c'est assez Exactement. restrictif. C'est ça. Ça nous donnait un champ de vision de 40 degrés à peu près. On essayait d'utiliser un peu la vision périphérique autant que possible. C'est pour ça qu'on avait de la lumière extérieure, on va appeler les phares d'atterrissage et tout. Est-ce que les autres pilotes, les autres gens de votre travail disaient, quand ils ont vu ça après, le type de mission que vous faisiez? C'est intéressant. Ils trouvaient ça intéressant. Ils trouvaient ça assez anormal parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. C'était assez exceptionnel. Vous n'êtes pas entraîné pour jeter des bio ou des poteaux de téléphone sur les fils électriques, ça c'est certain. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Non. Tu as dû te faire jaser un peu quand même dans les forces? Ah oui, on entend toujours parler, je peux vous dire. C'est vrai, oui. Les gens voulaient me faire une badge spéciale marquée bombardier, spécialiste bombardier de nuit. En tout cas, on se fait agacer assez souvent. Est-ce que ce type de mission-là, civile, d'aide dans des situations d'urgence, un événement comme celui de l'an passé, le verglas, tout ça, est-ce que ça prend plus de place? Est-ce que vous y consacrez une partie de votre entraînement? Bon, il y a eu le Saguenay, vous êtes appelé à intervenir souvent quand il y a des feux de forêt importants, ça parlait tantôt. Est-ce que ça rentre maintenant dans votre plan, quand vous avez dans vos entraînements, dans votre planification de travail? Ce n'est pas un sujet tel quel. Notre cadre d'entraînement va incorporer toutes sortes de vols, surtout à basse altitude, ce qu'on appelle tactique, et certaines manœuvres comme des zones restreintes ou faire de l'élingage. Alors, c'est vraiment général et on met en pratique ces manœuvres que nous entraînons lorsqu'on a une situation comme ça. Mais on ne s'entraîne pas en particulier pour une crise. C'est l'entraînement qu'on fait normalement. Ce qu'on essaie de faire aussi, des choses qui ne sont pas vraiment dans nos habitudes, hein, c'est que, un militaire est toujours entraîné pour des situations, soit maintien de paix ou de guerre et tout. Mais comme pour travailler ici au Canada, on essaie de faire tous les paramètres de vol qui peuvent être utilisés en travaillant avec du personnel civil. Parce qu'eux, ils travaillent souvent au niveau des fils électriques. Nous, c'est une chose qu'on fait très, très rarement. Donc, c'est vraiment eux, au niveau du travail fil électrique, c'est eux les spécialistes. Nous, on s'est spécialisé au niveau vol de nuit avec les lunettes vision nocturne. Fait j'avais appelé mon copain de Canadian Helicopter, demander un peu des renseignements, comment tu procèdes telle et telle chose. Hein, parce qu'on ne veut pas essayer de réinventer la roue, mais vraiment utiliser le maximum d'informations qu'on a. C'est pas un peu paradoxal, dans le fond, vous entraînez pour des situations militaires, des situations de guerre, puis vos missions les plus excitantes, c'est dans des situations de paix. Oui, c'est ça. Même les opérations dans lesquelles on participe outre-mer, c'est le maintien de la paix. Et on est entraîné pour la pire situation, mais on n'utilise pas souvent parce qu'on est là pour maintenir la paix et aider dans des situations civiles très pacifiques. On me dit vous me disiez tantôt que vous avez reçu un prix en reconnaissance justement du travail qui était fait dans les différentes missions, mais entre autres pour l'opération
au-dessus des fils? Oui, oui, c'est un prix qui a été donné par l'Association de la Force aérienne canadienne à l'escadre, qui est finalement tous les escadrons tactiques. Donc, ça devait être Cartier, Petawawa, Gage-Chan. On est 6 maintenant. Ça s'appelle le Golden Hawk Award. Et puis ça, c'est donné vraiment là, aux éléments de la Force aérienne qui ont vraiment participé à quelque chose d'extraordinaire pour améliorer le sort de tout Canadien ou même à l'extérieur. Et cette mission précise-là, ça a joué là-dedans aussi? Oui, il y a un bon... oui, exactement. C'est un document de 2 pages au niveau de la remise du trophée, puis un paragraphe qui prend quasiment le 3/4 de la page là, uniquement sur l'émission. Tu peux faire une fleur? Oui, on est content de faire partie d'une organisation qui peut faire ça. Vous, Jamie, vous me disiez que on vous en parlait, là. Il y a des gens qui vous reconnaissaient, qui disaient « Oui, c'était vous la pilote. » Peut-être nous raconter cette anecdote-là, c'est drôle. Oui, c'était cet été, j'ai été passer une fin de semaine à Saint-Bruno-de-Guay. C'était une mission pour une démonstration aérienne. Et on avait l'hélicoptère en statique. On répondait aux questions des gens qui ne voient pas souvent cette sorte d'affaires-là. Et il y a eu une femme qui parlait à l'autre pilote qui était avec moi. Et elle s'en souvenait de l'émission qui était sur RDI en janvier. Et elle a demandé s'il connaissait la femme qui avait piloté la nuit pour la grande mission. Et elle a dit oui, elle est juste là-bas. Alors elle est venue me féliciter, puis elle s'en souvenait de ça. Je trouvais ça assez drôle. Qu'est-ce que vous faites maintenant, vous deux? Bon, le petit train de vie continue. Moi, je travaille sur des projets de recherche pour l'instant avec le centre de recherche sur la base, là, tout en étant avec l'escadron ici. Donc, maintien minimum de vol, continuer à donner l'entraînement et tout en faisant de la recherche. Vous, Jamie, vous préparez à l'Bosnie? C'est ça. Je pars avec un détachement d'ici en février pour aller passer 6 mois en Bosnie. On va être en support de la brigade qui est là. On va supporter l'armée canadienne avec les hélicoptères. Alors, ça va être intéressant, ça aussi. Ça devrait, oui. On passe présentement beaucoup de notre temps avec des sessions d'entraînement à apprendre un petit peu à quoi s'attendre là-bas et à se préparer pour ça. On est assez occupés avec. Donc, les deux, merci beaucoup et à bientôt. Ouais, plaisir. plaisir. Merci. Quand nous étions venus au Mont-Saint-Bruno l'an passé, on avait trouvé un propriétaire épuisé et inquiet. Malgré tout, comme bien d'autres Québécois, Serge Couture avait trouvé le courage et l'énergie pour s'occuper de ses affaires, son entreprise menacée, et pour aider comme il le pouvait. Alors, il a prêté une partie de ses équipements à Hydro-Québec et il s'est acheté 2 génératrices industrielles. Ça lui a coûté 120 000 $, le prix d'une maison unifamiliale. Le verglas a coûté plus d'1 million de dollars à M. Couture. Et ce qu'il a reçu en indemnisation depuis, 225 000 $ de son assurance. Le gouvernement lui a fourni des employés pour émonder les arbres qui avaient été abîmés par le verglas. Hydro-Québec lui a donné une plaque. Malgré tout, M. Couture n'a perdu ni son optimisme et surtout pas son sourire. Je l'ai rencontré ce midi, mais d'abord, voici un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé il y a déjà 1 an de ça. Ce matin, nous avons des équipements qui transportent des gens de l'Hydro-Québec pour le démondage de lignes au sommet de montagne pour les tours de communication. Nous avons prêté secours à des familles qui étaient vraiment dans le besoin. Nous avons nourri une 40aine d'employés pendant 2 semaines. Mais ça, tout ça, c'est rien. Vous ému à l'idée de penser que, bon, là... Oui, je suis ému. Je suis extrêmement ému. Ah oui, je suis très parce que j'ai beaucoup de difficultés. C'est le stress qu'on accumule? Oui, on est fatigué, mais on est... on est fiers. Moi, je suis content de l'aide qu'on a eue, puis j'ai apporté. Puis l'hiver n'est pas fini, les gens vont s'amuser. Puis la marmotte, elle va de sortir d'ici 2 semaines, puis elle va nous annoncer une bonne météo, puis le printemps va avoir de la neige, puis au mois de juillet, on va tout avoir oublié ça. On vous le souhaite, merci. Merci, m'excuse. M. Couture, qu'est-ce que vous avez fait de revoir ça? Bonjour d'abord. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de revoir ça, de revivre ça? Ah, j'ai un pincement de cœur. C'est sûr qu'on a passé une période qu'on veut oublier. D'un autre côté, je suis fier de revoir certaines images. Qu'est-ce qu'on a pu accomplir pendant cette période? Bon, on était venu aussi par la suite, après ce premier entretien, quand vous aviez rouvert votre station, je me souviens, vous aviez tiré la manette, là, la station avait rouvert, vous étiez content de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an pour une entreprise comme la vôtre, par exemple? On a donc dû passer l'été à réparer les dégâts.
Dans un sens, ça a créé beaucoup d'emplois, mais d'un autre côté, ça nous a appris une chose, c'est que la mère nature, il faut vraiment se préparer à ces caprices particuliers. Et une chose que nous avons prise en main, que j'aurais jamais cru être obligé d'avoir dans une station de ski, c'est une immense génératrice en permanence. Ça, vous avez acheté ça, ça coûte quand même pas mal. Oui, c'est certain. On a dépensé au-delà de 120 000 $ pour faire l'acquisition de génératrices et avec beaucoup de difficultés à en avoir. Parce qu'on sait qu'on a pu réouvrir la station après 18 jours de fermeture, mais qu'avec des génératrices, puisque nous avons été sans électricité ici jusqu'au 8 février. Alors, on s'est dit, écoute, on ne revivra plus une période aussi longue, sans courant, sans électricité. Nous allons avoir l'équipement pour faire face à ce genre de situation. On a pris, en fin de compte, on a pris une leçon de la vie. Cette leçon nous a permis, finalement, de mieux apprécier des journées comme aujourd'hui. Et de sourire et de profiter de chaque jour qui passe, surtout quand la mère nature nous envoie de la belle neige et un beau soleil comme aujourd'hui. Une des choses qui m'avait frappé l'an passé quand on s'était rencontrés, bon, évidemment, les gens se souviennent qu'il y avait beaucoup de glace. C'était difficile de dégeler une voiture, de dégeler un arbre. Alors, imaginez dégeler une montagne au complet. C'était pas de mince tâche. Et les gens qui skient un peu savent que ça prend pas beaucoup de glace pour rendre les pistes très glissantes et très dures. Vous aviez eu cette idée, ou votre voisin vous avait prêté un équipement agricole. On va remontrer des images de ça, d'ailleurs, de l'an passé. Racontez-nous un peu comment ça avait marché, d'ailleurs, je pense. Ah, extraordinaire. Ça a été la recette qui, en fin de compte, qui a permis à la station de ski d'offrir des conditions d'enneigement au lieu d'offrir des conditions... L'équipement agricole, le concept pour les champs. C'est ça. Alors, l'équipement agricole, c'est vraiment des haches à roulettes qu'on se sert tout simplement pour labourer. Et c'est un ami cultivateur de Saint-Jean-Baptiste de Rouville qui m'est arrivé avec cette idée. Il dit, écoute, essaie cet équipement-là, c'est extraordinaire. Ah, effectivement, après l'avoir essayé, ça a été de l'acheter finalement. Et vous l'avez acheté? Ah oui, nous avons fait l'acquisition au cas. Ouais. Une génératrice et une herse. C'est ça. Alors, cette même herse a permis de sauver les conditions d'enneigement. Comme vous avez pu voir, on a pu réouvrir avec des conditions d'enneigement formidables. On a pu concasser cette glace. Et cette même herse, j'espère ne pas avoir à m'en servir encore cette année. Avez-vous réussi à convaincre certains de vos collègues des autres stations de ski d'acheter une herse aussi? Pas tout à fait, non. J'ai essayé, mais j'en ai fait part quand même de cette découverte extraordinaire qui est en fin de compte un équipement standard pour les cultivateurs, mais que j'aurais jamais cru que ça aurait pu faire un travail aussi extraordinaire. On coupait 6 pouces, en fin de compte, tout près de 15 à 20 cm d'épais de glace dans les pistes de ski. Et on sait qu'on aura donné des conditions formidables dès le 18 jours après la fermeture et on a pu fermer notre saison sur une belle condition d'enneigement. Vous n'avez pas réussi à vendre votre idée, là? Je ne sais pas. On n'ose pas me dire si on va l'employer. C'est pas assez sophistiqué pour les stations de ski au Québec, ça. Je ne sais pas au juste, mais toutefois, tout de même, on sait qu'on a fait une découverte et ça a permis des découvertes extraordinaires cette période d'hiver-là et j'espère de ne pas avoir à le revivre, mais toutefois, on a découvert que les employés, nous-mêmes, avions des secrets cachés et on a donc permis à la station de revivre et de continuer à vivre. Quand cette année vous avez rouvert, quand par exemple, aujourd'hui, et hier, vous me dites aujourd'hui on était fermé, hein? Vous étiez l'an passé. C'est exact. Avez-vous une pensée pour ça aujourd'hui? Oui, dès ce matin, lorsque je me suis levé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit, ah mon Dieu, j'ai dit, ce matin, il y a un an, jour pour jour, on fermait la station. Nous étions, excusez l'expression, dans un blackout pour 18 jours. Et, mon Dieu, j'ai eu ce pincement en me disant, bon, toutefois, ça va nous permettre de se rattraper, espérons, que les prochains jours, ce sont des jours qui, par rapport à l'an passé, c'est du boni. Et on constate aussi que l'achalandage profite de cette journée. On dirait qu'on veut fêter cette belle journée que la mère nature veut nous donner au lieu de nous donner du verglas. En tout cas, pour l'instant, on a du soleil. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne fin d'hiver à vous aussi. Alors voilà, ça complète cette édition spéciale du Québec en direct. Demain, on est à Saint-Hyacinthe. On va notamment parler de la popularité des poêles à bois parce que vous êtes des milliers à vous être achetés des poêles à bois. La communauté urbaine de Montréal, la santé publique et Environnement Canada s'inquiètent justement de l'installation massive de poêles à bois. À demain. Merci.
Bonsoir, ici Michel.